Imaginez que vous êtes archéologue. Vous travaillez au fond d'une grotte sèche, quelque part dans le sud de l'Oregon. À l'extérieur, le soleil écrase de sa chaleur un paysage aride, tandis que vous retirez, centimètre après centimètre, un sol vieux de plusieurs millénaires. Rien ne laisse penser que cet endroit pourrait changer l'histoire d'un continent entier. Puis quelque chose d'étrange se produit. Votre équipe découvre un objet apparemment insignifiant. Pas un trésor en or, pas une arme spectaculaire. Pas un artefact finement travaillé. En réalité, quelque chose que la plupart des gens ne regarderaient même pas une seconde fois. L'échantillon est envoyé dans un laboratoire. Quelques semaines plus tard, les résultats arrivent. Le chiffre inscrit sur le rapport semble impossible, à tel point que les chercheurs pensent d'abord qu'il doit s'agir d'une erreur technique. L'échantillon est analysé une nouvelle fois, puis encore une fois. Une autre machine, une autre méthode, un autre laboratoire. Mais chaque résultat raconte exactement la même histoire. Les humains qui ont laissé ces traces étaient apparemment présents en Amérique du Nord bien plus tôt que ce que la plupart des manuels ont affirmé pendant des décennies. Et c'est précisément ici que commence une histoire qui ne concerne pas seulement une découverte isolée. C'est l'histoire de grottes situées à Wyoming, situées dans l'Oregon, d'anciennes empreintes de pas dans un désert, d'outils qui, en théorie, ne devraient même pas exister, de chercheurs qui ont dû affronter des convictions solidement établies, et d'une question qui, encore aujourd'hui, n'a pas reçu de réponse définitive. Quand les premiers êtres humains ont-ils réellement posé le pied sur le continent américain? Avant de commencer, écrivez dans les commentaires depuis quel pays vous regardez cette vidéo. Et si les mystères de l'histoire de l'humanité vous passionnent, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne, car plus nous allons creuser profondément, plus cette histoire deviendra incroyable. Tout commence dans un endroit qui, à première vue, paraît banal, les grottes de Paisley, une série d'abris rocheux secs situés dans le sud de l'Oregon. Les archéologues connaissaient déjà cet endroit depuis longtemps. Des générations de chercheurs étaient passés par là. Certains y avaient travaillé, d'autres avaient rédigé des rapports à son sujet. Mais personne n'imaginait que, sous les couches déjà connues, se cachait quelque chose capable de relancer tout le débat sur le peuplement de l'Amérique. Pendant des décennies, une idée simple a dominé l'archéologie. Les premiers habitants de l'Amérique auraient appartenu à ce que l'on appelle la culture Clovis. Cette culture tire son nom de pointe de lance caractéristique découverte au Nouveau-Mexique. L'histoire semblait claire. Il y a très longtemps, un pont terrestre se serait formé entre l'Asie et l'Amérique du Nord. Des groupes humains auraient traversé cette connexion naturelle, emprunté un corridor libre de glace, puis se seraient dispersés à travers le continent. Pour de nombreux scientifiques, cette explication n'était pas seulement plausible, elle paraissait presque évidente. Les musées ont construit des expositions entières autour de cette théorie. Les manuels scolaires l'ont adoptée, les documentaires l'ont répétée. Mais la science repose sur les preuves, et parfois les preuves apparaissent là où personne ne les cherche. Lorsque des chercheurs ont fouillé plus profondément dans les grottes de Paisley que les équipes précédentes, ils sont tombés sur des restes organiques inhabituels. Il s'agissait d'excréments humains conservés. Pas exactement le genre de découverte qui fait la une des journaux. Pourtant, ce matériau possédait un avantage décisif. Il contenait des informations biologiques. Des informations qui avaient survécu pendant des milliers d'années. Les conditions extrêmement sèches de la grotte avaient agi comme un coffre-fort naturel. Alors que d'innombrables autres traces humaines avaient disparu depuis longtemps, ce matériau était resté intact. Les chercheurs ont analysé l'ADN qu'il contenait. Le résultat fut remarquable. Les caractéristiques génétiques révélaient des liens avec les lignées ancestrales des peuples autochtones d'Amérique. Soudain, il ne s'agissait plus seulement d'un objet archéologique, il s'agissait de véritables êtres humains. Des êtres humains ayant eu des descendants. Des êtres humains dont l'histoire remontait peut-être beaucoup plus loin qu'on ne l'avait imaginé. Mais l'ADN n'était pas le véritable problème. Le véritable problème était l'âge. Les datations suggéraient que ces individus avaient vécu dans l'Oregon avant l'époque de la culture Clovis classique. Si les données étaient exactes, cela signifiait que la chronologie admise jusqu'alors était incomplète. Bien sûr, de nombreux chercheurs ont réagi avec prudence. La prudence est essentielle en science. Les affirmations extraordinaires exigent des preuves extraordinaires. Le matériau avait-il pu être contaminé? Les couches archéologiques s'étaient-elles mélangées? La datation pouvait-elle être erronée? C'est précisément pour répondre à ces questions que de nouvelles analyses ont été réalisées, encore et encore. Mais les résultats ne disparaissaient pas. Au contraire, plus les études devenaient précises, plus il devenait difficile d'écarter ces découvertes d'un simple geste. À chaque nouveau test, une image prenait forme. Une image qui ne correspondait plus tout à fait à l'histoire familière que l'on racontait depuis des décennies. Et c'est à ce moment-là que l'attention s'est déplacée vers une question plus vaste. Si des êtres humains vivaient déjà dans l'Oregon avant la culture Clovis, qui étaient-ils? D'où venaient-ils? Et depuis combien de temps étaient-ils présents sur ce territoire? Les réponses ne viendraient hanter pas
uniquement des grottes de Paisley. À environ 110 km de là, un autre site attendait. Un endroit qui paraissait, lui aussi, totalement ordinaire. Pendant des années, il n'avait presque rien révélé. Aucun titre sensationnel, aucune découverte spectaculaire, seulement de la poussière, des pierres et d'innombrables heures de fouilles laborieuses. Pourtant, c'est là qu'allait émerger une nouvelle pièce du puzzle, une pièce qui rendrait l'histoire encore plus complexe. Car sous une couche de sang volcanique se cachait un indice pouvant remonter encore plus loin dans le passé. Et lorsque les chercheurs comprirent enfin ce qu'ils avaient découvert, le débat sur les premiers habitants de l'Amérique commença à changer profondément. Le prochain théâtre de cette histoire se trouve non loin des grottes de Paisley. Pourtant, il allait fournir un type de preuve totalement différent. Alors que les grottes avaient livré de l'ADN et des traces organiques, un autre élément attendait ici, quelque chose que les archéologues apprécient souvent davantage que les artefacts spectaculaires, un repère chronologique, une signature du temps. Un événement que personne ne peut manipuler. Cet endroit s'appelle Rimrock Draw. Aujourd'hui, la région paraît calme et isolée. Ceux qui la traversent ne voient qu'un vaste paysage ouvert, des formations rocheuses et l'immensité des hauts plateaux de l'Oregon. Mais sous cette surface apparemment ordinaire se cache une histoire peut-être beaucoup plus ancienne que tout ce que l'on s'attendait à découvrir. Pendant des années, les chercheurs ont étudié cette zone. Le travail avançait lentement, parfois extrêmement lentement. Fouille après fouille, aucune découverte sensationnelle ne semblait émerger. Quelques fragments d'obsidienne apparaissaient, quelques outils en pierre, quelques indices d'activité humaine, rien qui aurait immédiatement fait les gros titres. Mais l'archéologie fonctionne rarement comme dans les films. Les plus grandes découvertes ne naissent généralement pas d'un seul objet spectaculaire. Elles naissent d'un ramasse de la patience, d'années de travail minutieux, de chercheurs prêts à consacrer des milliers d'heures à des détails qui paraissent insignifiants aux yeux du grand public. Puis les scientifiques tombèrent sur quelque chose de décisif, une couche claire de cendres volcaniques. À première vue, elle semblait banale. Pour les archéologues, elle avait pourtant une valeur inestimable, car ces cendres pouvaient être associées à une éruption précise du mont Saint-Helens. Une éruption gigantesque survenue il y a très longtemps. Les cendres s'étaient dispersées sur une immense partie du territoire et avaient dû laisser une fine couche à la surface du sol. Cette couche fonctionnait comme une frontière temporelle. Tout ce qui se trouvait au-dessus devait être plus récent, tout ce qui se trouvait en dessous devait être plus ancien. C'était une ligne de séparation naturelle créée par un volcan, et c'est précisément pour cette raison qu'elle allait devenir si importante. Dans les grottes de Paisley, les critiques pouvaient encore avancer que certains échantillons avaient peut-être été déplacés. Peut-être que des matériaux plus récents avaient mince glissé vers des couches plus profondes. Peut-être qu'une contamination avait eu lieu. Peut-être qu'une erreur s'était produite quelque part. Mais lorsqu'une couche de cendres volcaniques clairement identifiable est présente, ce type d'argument devient beaucoup plus difficile à défendre. Les cendres étaient là, elles étaient datables, et elles marquaient un point fixe dans le temps. Lorsque les chercheurs commencèrent à examiner attentivement les couches situées sous cette barrière volcanique, ils découvrirent des indices que personne n'attendait. D'abord, ils trouvèrent de minuscules fragments d'émail dentaire. Il ne s'agissait pas de dents humaines, mais de restes appartenant à des animaux issus d'un monde disparu depuis longtemps. L'un des fragments provenait d'un chameau. Cette découverte surprend souvent. Aujourd'hui, nous associons les chameaux à l'Afrique ou au Moyen-Orient. Pourtant, il y a très longtemps, différentes espèces et espèces de chameaux vivaient également en Amérique du Nord. Elle parcourait des paysages qui n'ont plus rien à voir avec ceux d'aujourd'hui. D'autres fragments provenaient d'un bison préhistorique, plus grand, plus lourd, plus massif que les bisons qui domineront plus tard les grandes plaines. Ces animaux appartenaient à la mégafaune de l'âge glaciaire, à un monde désormais disparu. En observant ces vestiges, les chercheurs commencèrent à reconstruire mentalement une scène ancienne. Ils imaginaient une terre difficilement comparable à l'Oregon moderne. De vastes plaines, des vents froids, d'immenses troupeaux, et quelque part au milieu de tout cela, des êtres humains. Non pas des humains vivant dans des villes ou des maisons, mais des chasseurs-cueilleurs avançant dans un environnement rude et exigeant. Puis un autre objet apparut, un outil. À première vue, ce n'était qu'un morceau de pierre travaillé, mais plus il était étudié, plus il devenait fascinant. Il était fabriqué dans une variété orangée de calcédoine. L'outil possédait plusieurs bords utilisables, l'un pour couper, l'un pour gratter, et un autre présentant de petites dentelures, rappelant une minuscule scie. Ce n'était pas un objet jetable, c'était un outil conçu pour être utilisé longtemps. Ses bords étaient polis, usés, lissés par d'innombrables mouvements répétés. Quelqu'un s'en était servi encore et encore. Quelqu'un l'avait affûté à plusieurs reprises. Quelqu'un l'avait transporté durant des années. Il s'agissait probablement de l'un des biens les plus précieux de son propriétaire, et c'est ce qui rend parfois l'archéologie si captivante.
On ne regarde pas simplement une pierre, on observe les habitudes d'un être humain. Une personne a tenu cet outil entre ses mains, une personne lui a fait confiance, une personne l'a peut-être porté pendant une grande partie de sa vie, puis quelque chose s'est produit. Peut-être l'a-t-elle perdu, peut-être a-t-elle quitté l'endroit précipitamment, peut-être est-elle morte. Quoi qu'il soit arrivé, l'outil est resté là, et il est demeuré caché pendant des millénaires. Mais la véritable surprise ne résidait pas dans l'objet lui-même, elle résidait dans l'endroit exact où il avait été découvert. L'outil se trouvait plus profondément que certains restes animaux. Cela signifiait qu'il devait être plus ancien, et c'est précisément ce détail qui attira l'attention de nombreux chercheurs. Si l'interprétation des couches était correcte, alors cet outil humain provenait d'un niveau exceptionnellement ancien, si ancien que beaucoup de scientifiques réagirent d'abord avec scepticisme. Les datations furent vérifiées, puis vérifiées encore, et encore une fois. Les chercheurs voulaient être certains, car plus on repousse la présence humaine en Amérique du Nord dans le passé, plus les conséquences deviennent importantes. Il ne s'agit pas seulement de quelques siècles, il s'agit de modèles entiers concernant l'histoire de l'humanité, de migration, de changement climatique, et de la manière dont les êtres humains ont atteint de nouveaux continents. Un autre détail attira également l'attention des spécialistes. Cet outil ne ressemblait pas aux célèbres pointes Clovis. Il appartenait à une tradition différente, une tradition souvent appelée Western STEM Tradition. Sa forme était différente, sa fabrication était différente. Toute sa technologie semblait différente, et cela était peut-être encore plus important que son âge, car si ces outils étaient réellement plus anciens que la culture Clovis, ils ne pouvaient pas en être issus. Cela signifiait peut-être que plusieurs traditions culturelles avaient coexisté, ou que différents groupes humains étaient arrivés en Amérique à des périodes distinctes. À chaque nouvelle découverte, l'ancienne histoire devenait plus complexe. Autrefois, on imaginait une seule migration, un seul peuple, un seul itinéraire, un seul épisode de colonisation. Désormais, une autre image commençait à émerger. Une image faite de plusieurs routes, de plusieurs cultures, de plusieurs chapitres. Et tandis que le débat autour de l'Oregon prenait de l'ampleur, un autre site, situé à l'autre extrémité du pays, revenait soudainement sous les projecteurs. Un endroit que peu de personnes connaissent en dehors du monde de l'archéologie. Un abri sous roche situé en Pennsylvanie. Là-bas, un chercheur avait découvert des indices qui, eux aussi, ne correspondaient pas aux récits traditionnels. Et même si ces résultats étaient connus depuis des décennies, ils allaient soudain prendre une toute nouvelle importance. Alors que les découvertes réalisées dans l'Oregon attiraient de plus en plus l'attention, le monde de l'archéologie se souvint d'un site qui avait déjà provoqué des débats plusieurs décennies auparavant. Un endroit longtemps considéré comme une note de bas de page embarrassante. Un lieu appelé Meadowcroft, caché en Pennsylvanie, loin des paysages secs de l'Oregon, se trouve un vaste abri sous roche qui offre un refuge depuis des milliers d'années. Lorsqu'on le visite aujourd'hui, on comprend immédiatement pourquoi des êtres humains ont pu s'y arrêter. Le toit rocheux protège de la pluie, l'environnement fournit de l'eau, le gibier était abondant. C'est exactement le genre d'endroit où des voyageurs auraient choisi de passer une nuit, ou plusieurs générations. L'histoire de Meadowcroft commença presque par hasard. Un historien local remarqua des objets inhabituels qui dépassaient un terrier creusé par un animal. Ces artefacts semblaient anciens, très anciens, mais à l'époque, personne ne pouvait imaginer l'importance que ce site allait prendre. Des années plus tard, des fouilles systématiques furent entreprises. Couche après couche, le sol fut examiné avec soin, et à mesure que les chercheurs descendaient en profondeur, quelque chose d'étrange se produisit. Les traces de présence humaine ne disparaissaient là pas. Elles devenaient plus anciennes, puis encore plus anciennes, et encore davantage. Normalement, les archéologues atteignent un moment où toute activité humaine cesse. Mais à Meadowcroft, cette limite semblait reculer sans cesse. Les datations qui revinrent finalement des laboratoires provoquèrent une véritable onde de choc. Certains indices suggéraient une présence humaine remontant à plusieurs millénaires avant la culture Clovis. Pour certains chercheurs, c'était fascinant. Pour d'autres, c'était un problème. Car si Meadowcroft avait raison, alors l'histoire admise jusqu'alors était incomplète. Et si cette histoire était incomplète, combien d'autres sites avaient eux aussi été sous-estimés? Le débat devint rapidement passionné. Les critiques cherchèrent toutes les sources d'erreurs possibles. Le matériel avait-il été contaminé? Des processus géologiques avaient-ils modifié les couches? Les datations étaient-elles réellement fiables? Ces questions étaient légitimes. En science, les affirmations extraordinaires doivent être examinées avec rigueur, mais la discussion prit bientôt une ampleur particulière. Certains chercheurs défendaient la vision traditionnelle avec une grande détermination. D'autres ont été convaincus que les données ne pouvaient plus être ignorées. Une sorte de conflit scientifique apparut, non pas entre le bien et le mal, non pas entre la vérité et l'erreur, mais entre différentes interprétations des mêmes preuves.
Chaque nouvelle découverte devenait une pierre supplémentaire dans un mur grandissant d'indices. Et c'est précisément ce qui rendait la situation si intéressante. Car la science ne change presque jamais à cause d'une seule découverte. Le processus est généralement différent. D'abord apparaît un résultat inhabituel, puis un deuxième, puis un troisième. Chaque découverte peut être contestée individuellement, mais à un moment donné, un schéma se dessine. Et les schémas sont difficiles à ignorer. Lorsque les résultats provenant de l'Oregon furent publiés, de nombreux chercheurs commencèrent à réexaminer Meadowcroft. Soudain, le site ne semblait plus être un cas isolé. Il devenait une partie d'une histoire beaucoup plus vaste. Une histoire qui s'étendait à travers tout le continent, de la Pennsylvanie jusqu'à l'Oregon, des vallées de l'Est jusqu'au désert de l'Ouest. De plus en plus d'indices semblaient indiquer que des êtres humains avaient peut-être parcouru l'Amérique du Nord bien avant l'époque classique de Clovis. Mais au moment même où cette idée commençait à s'imposer, une découverte apparut qui allait être encore plus difficile à ignorer, car les outils peuvent être débattus, l'ADN peut être analysé, les datations peuvent être contestées. Mais que se passe-t-il lorsque l'on marche littéralement dans les traces de ces personnes? Pas au sens figuré, au sens propre. C'est exactement ce qui se produisit dans un paysage qui semble presque irréel. Un paysage composé de gypse blanc, si blanc qu'il ressemble parfois à de la neige. Un paysage aujourd'hui connu sous le nom de White Sands. Un jour, des chercheurs remarquèrent quelque chose d'étrange, des marques dans le sol. Au départ, elles semblaient insignifiantes, mais en les observant de plus près, ils comprirent qu'elles racontaient une histoire extraordinaire. C'étaient des empreintes de pas, des empreintes humaines, et pas seulement une ou deux, des dizaines, certaines petites, d'autres plus grandes. Certaines appartenaient à des enfants, d'autres à des adultes. Soudain, les scientifiques avaient devant eux quelque chose de totalement différent d'un outil ou d'un ossement. Ils possédaient un instant figé dans le temps, un moment capturé dans un monde disparu. On distinguait les orteils, la voûte plantaire, la direction du déplacement. Certaines traces suggéraient vraiment que les individus marchaient rapidement. D'autres semblaient calmes et régulières, comme si le temps lui-même avait pris une photographie restée cachée pendant des milliers d'années. Les chercheurs commencèrent immédiatement à dater les couches associées aux empreintes. Les premiers résultats furent stupéfiants. Les traces semblaient provenir d'une époque largement antérieure au modèle classique du peuplement de l'Amérique. Bien entendu, les critiques ne tardèrent pas à apparaître. Peut-être que les échantillons étaient montés problématiques, peut-être qu'un facteur inconnu influençait les résultats. Peut-être qu'une erreur méthodologique s'était produite, mais de nouvelles études furent réalisées. Des équipes indépendantes analysèrent d'autres matériaux. De nouvelles datations furent obtenues. Et encore, les résultats convergeaient vers la même période. Peu à peu, une image devenait de plus en plus difficile à ignorer. Des êtres humains avaient manifestement vécu en Amérique du Nord pendant l'âge glaciaire. Pas seulement quelques chasseurs isolés, pas seulement de petits groupes, mais des familles entières, des enfants, des adultes, des individus vivant leur quotidien, des personnes parcourant des chemins, des personnes laissant derrière elles leurs traces. Et ces traces racontaient quelque chose d'essentiel. Le peuplement de l'Amérique était probablement beaucoup plus complexe qu'on ne l'avait longtemps imaginé. Mais White Sands ne marquait pas la fin de l'histoire. En réalité, chaque nouvelle découverte faisait naître une question encore plus grande. Si des humains étaient à être déjà présents aussitôt sur le continent, quand tout cela avait-il réellement commencé? Et c'est à ce moment précis qu'apparut un site qui laissa même de nombreux archéologues sans voix. Pas dans une grotte, pas dans un désert, mais sur un chantier de construction. Là où des ouvriers cherchaient simplement à construire une route. Lorsque les machines lourdes commencèrent à creuser le sol, elles heurtèrent des os anciens, très anciens. Et personne ne pouvait imaginer que cette découverte allait déclencher l'un des débats les plus controversés de l'archéologie moderne. Car la datation de ces os était si extrême que de nombreux scientifiques peinent encore aujourd'hui à l'accepter. La découverte de White Sands avait déjà ébranlé de nombreuses certitudes, mais même dans ce cas, les datations restaient encore dans une fourchette que l'on pouvait, au moins théoriquement, tenter d'expliquer. Puis vint la Californie, et avec elle, un chiffre si extraordinaire que beaucoup de chercheurs continuent de l'aborder avec une immense prudence. L'histoire commença de la manière la plus banale qui soit. Aucune expédition, aucune grande mission scientifique, aucun archéologue à la recherche des plus anciennes traces humaines du continent. Seulement un chantier. De lourdes machines déplaçaient des tonnes de terre dans le cadre d'un projet routier. Les ouvriers accomplissaient leur travail habituel. Rien ne laissait présager une découverte historique. Puis, l'une des machines heurta quelque chose de dur. Au départ, cela ressemblait à une découverte ordinaire, peut-être un gros rocher, peut-être un fossile animal.
Mais lorsque des spécialistes furent appelés sur place, ils comprirent rapidement qu'il s'agissait de toute autre chose. Dans le sol reposaient les restes d'un mastodonte, un gigantesque parent des éléphants modernes. Ces animaux appartenaient à un monde disparu depuis longtemps, un monde qui allait bientôt se retrouver au centre d'une controverse scientifique mondiale. Mais ce qui intéressait réellement les chercheurs n'était pas seulement la présence des os, c'était leur état. Certains os présentaient des fractures inhabituelles, pas le genre de cassure que l'on observe normalement lorsque des os se brisent après des dizaines de milliers d'années passées dans le sol. Ces fractures semblaient différentes. Plusieurs chercheurs estimèrent qu'elles ressemblaient à des impacts produits alors que les os étaient encore frais, comme si quelqu'un les avait volontairement frappés. À proximité, les archéologues découvrirent également de grosses pierres, des pierres qui auraient pu servir de marteau ou d'enclume. Si cette interprétation était correcte, alors une conclusion extraordinaire s'imposait. Quelqu'un avait peut-être manipulé ces os, quelqu'un les avait peut-être brisés intentionnellement. Et c'est précisément là que la controverse commença. Car lorsque les chercheurs datèrent le site, ils obtinrent un résultat totalement inattendu. Un résultat qui dépassait largement tout ce que les modèles traditionnels considéraient parmi comme possible. Les analyses indiquaient un âge supérieur à 130 000 ans. 130 000 ans. Cette valeur était si extrême que de nombreux scientifiques pensèrent immédiatement qu'une erreur devait forcément exister. Car même les indices les plus anciens généralement acceptés concernant la présence humaine en Amérique se situaient très loin de cette période. Les conséquences auraient été immenses. Si l'interprétation était correcte, cela signifierait que des êtres intelligents étaient présents en Amérique du Nord bien avant l'arrivée des humains modernes selon les scénarios classiques. Une telle conclusion aurait bouleversé une grande partie de ce que nous pensions savoir sur les migrations humaines. Mais c'est précisément pour cette raison que ce site reste aujourd'hui encore extrêmement controversé. De nombreux chercheurs acceptent la datation des os. Ils ne contestent pas nécessairement l'âge du site. En revanche, ils remettent en question l'interprétation. Les fractures ont-elles réellement été produites par des humains ou bien des processus naturels peuvent-ils expliquer ces dégâts? Peut-être que des mouvements géologiques ont exercé des pressions particulières sur les os. Peut-être que des phénomènes naturels inconnus ont produit des cassures ressemblant à des impacts. Peut-être qu'une autre explication existe. D'autres scientifiques, cependant, défendent l'hypothèse inverse. Selon eux, la combinaison des fractures observées et des pierres découvertes à proximité est difficile à expliquer uniquement par des processus naturels. Le débat continue encore aujourd'hui, et c'est précisément ce qui fait de ce site l'un des plus fascinants mystères de l'archéologie moderne. Non pas parce qu'il a prouvé quelque chose avec certitude, mais parce qu'il pose une question à laquelle personne ne possède encore de réponse définitive. Qui a brisé ces os? Et si des êtres intelligents étaient réellement impliqués, qui étaient-ils? Pour le moment, personne ne peut l'affirmer avec certitude. Pourtant, quelle que soit l'interprétation finale, cette découverte a produit un effet important. Elle a obligé les chercheurs à élargir leurs réflexions, car désormais, plusieurs sites ne correspondaient plus parfaitement à l'ancienne histoire. Paisley, Rimrock Draw, Meadowcroft, White Sands, et maintenant ce mystérieux mastodonte de Californie. Pris isolément, chacun de ces sites pouvait être discuté, mais ensemble, ils commençaient à former un schéma, et ce schéma conduisait directement à une autre question fondamentale. Comment les premiers êtres humains sont-ils arrivés en Amérique? Pendant des générations, la réponse semblait simple. La Béringie, un immense pont terrestre reliant autrefois la Sibérie à l'Alaska. Durant les périodes glaciaires, une grande partie de l'eau de la planète était emprisonnée dans les glaciers. Le niveau des mers baissait. Une vaste bande de terre apparaissait alors entre l'Asie et l'Amérique du Nord. Dans les manuels scolaires, cette route était souvent présentée comme le seul chemin possible. Des groupes humains traversaient le pont terrestre. Ils se dirigeaient vers le sud, puis ils peuplaient progressivement le continent. Fin de l'histoire. Mais à mesure que les découvertes se multipliaient, ce scénario simple devenait plus difficile à défendre. Certains outils très anciens découverts en Amérique ne ressemblaient pas à ce que l'on s'attendait à trouver. Certaines datations semblaient antérieures à l'ouverture de certains corridors libres de glace, et plusieurs indices génétiques suggéraient des mouvements de population plus complexes qu'on ne l'avait imaginé. Peu à peu, une autre hypothèse gagna en importance. La route côtière du Pacifique. Selon cette idée, certains groupes humains n'auraient pas uniquement voyagé par voie terrestre, ils auraient progressé le long des côtes, non pas lors d'une unique migration spectaculaire, mais lentement, génération après génération, le long des rivages, d'une baie à l'autre, d'une embouchure de rivière à la suivante, d'un territoire côtier au suivant. Pour des populations vivant de la pêche, des coquillages et des ressources marines, il n'était pas nécessaire de parcourir d'immenses distances d'un seul coup. Elles pouvaient avancer progressivement. Une famille s'installait dans une région. La génération
génération suivante se déplaçait un peu plus loin, puis la suivante continuait encore davantage. Et au fil des siècles, ces petits déplacements pouvaient finir par couvrir des milliers de kilomètres. Pendant longtemps, certains scientifiques ont considéré ce scénario comme peu probable. La raison était simple. On supposait que les populations très anciennes ne possédaient pas les compétences nécessaires pour traverser des étendues d'eau importantes. Puis d'autres découvertes vinrent remettre cette idée en question, notamment sur certaines îles qui n'avaient jamais été reliées au continent. L'un des exemples les plus célèbres se trouve en Crète. Les archéologues y ont découvert des outils extrêmement anciens. Or, la Crète est une île depuis des millions d'années. Quiconque s'y est rendu a nécessairement traversé la mer. Cela ne prouve pas que les mêmes populations ont atteint l'Amérique. Mais cela démontre quelque chose d'important. Les humains préhistoriques dont Tida était font peut-être de bien meilleurs navigateurs que ce que l'on avait longtemps imaginé. Cette constatation transforma profondément le débat. Soudain, l'idée d'une migration côtière ne semblait plus irréaliste. Pour certains chercheurs, elle devenait même de plus en plus plausible. Et à ce stade, la génétique commença à jouer un rôle croissant. Car pendant que les archéologues fouillaient des grottes, des déserts et des abris rocheux, les généticiens examinaient les traces laissées par les anciennes migrations dans l'ADN. Ces indices génétiques allaient rendre l'histoire encore plus complexe. Il a semblé suggérer que le peuplement de l'Amérique n'avait peut-être pas été le résultat d'une seule migration, mais de plusieurs groupes, plusieurs périodes, plusieurs itinéraires. Et c'est précisément ici que commence le chapitre suivant de cette histoire. Un chapitre qui tourne le regard vers l'océan Pacifique et pose une question fascinante. Et si certains des premiers habitants de l'Amérique étaient arrivés d'une manière totalement différente de celle que l'on a imaginée pendant des décennies? À mesure que les données s'accumulaient, une chose devenait de plus en plus évidente. L'histoire des premiers Américains ne pouvait probablement pas être expliquée par une seule migration. Pendant trop longtemps, nous avons imaginé un récit simple, un groupe humain, une route, une arrivée, un continent à peupler. Mais la réalité semble avoir été bien plus complexe.